C'est promis, c'est promis. On va vous laisser nous parler d'horticulture. Ça va Oui, être madame. beaucoup mieux pour nous parce en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup à apprendre dans le sujet, mais ça m'intéresse. J'adore les plantes, j'adore les fleurs. Puis c'est ça, quand j'avais vu votre conférence, les jardinages en pot, Oui. ben, je me suis dit, tu sais, il y en a qui font maintenant les légumes, même si on n'a pas beaucoup de place, tu sais, on peut faire pousser des légumes, on peut avoir, moi j'adore les fleurs, alors j'aime ça. Il y en a que c'est des fois c'est les herbes. Oui, c'est très étonnant. Je vais dire tout ce qu'on peut faire, même dans très petit. ah, ah. Oui, 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 très petit, c'est merveilleux. Ben, c'est ça, c'est pour ça on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien de différent pour gâter nos conseillères puis nos directrices. Et puis là, votre nom est sorti. On vous trouve tellement drôle, tellement sympathique. J'ai dit, ça va être extraordinaire si on peut arriver à l'avoir. Fait que quand on a vu qu'on pouvait vous avoir. Puis en plus, c'est le 13 du mois. Parce que le 13, c'est le chiffre chanceux de Mary Kay. Ah oui? Oui, ma chère. Alors, tout est parfait. Il fait beau, il C'est fait chaud, puis on a Marthe Laverdière. merveilleux, merveilleux. Le 13 La presse, juillet. je ne savais pas ça. Le 13 juillet. Alors, on est vraiment aux anges. Mais à la fin de la conférence, on va être aux plantes. Quelque Aux chose comme plantes, madame. Bon, vous montrez ça. on va attendre quelques minutes encore Ah, je que. ne suis pas pressée, je ne suis pas sorteuse, je suis chez nous. Non, vous n'êtes pas sorteuse. OK. Bon, là, j'ai oublié mon cellulaire. Je vous reviens, ma chère dame. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que je peux la poser ou je dois attendre que ça Oh commence? non, pose-la, on est là, si tu veux. OK. Vas-y, ma Ben, chère. écoutez, moi, j'ai vraiment pas le pouce vert. Fait que ça fait mon affaire de vous voir ce soir Oui. en espérant avoir des petits trucs parce que je suis du genre à perdre une aloès. Vous voyez un petit peu le genre, Oh là? C'est boy, oh boy. ah, OK. ouais, ouais. Possiblement que tu veux trop, toi, là. Hein? Ah, ça se peut? T'as ceux qui veulent pas, puis t'as ceux qui veulent trop. Moi, ma job, c'est de vous ramener au milieu, tu sais. Parfait. Mais comme ça, on devrait avoir des bons petits Oh trucs. oui, tu vas voir. Dans le fond, le jardinage, c'est beaucoup de. Oui, il y a une base, là, mais c'est beaucoup du ressenti. OK. Il faut faire de l'observation puis du ressenti. Puis tu vas voir, je vais vous donner des trucs que ça va être beaucoup plus facile pour vous autres de comprendre ce que la plante est en train de vous dire. Ah, OK. Oui, Bon. oui. C'est bon à C'est savoir, ça. c'est très facile. OK, merci. Surtout quand ça fait combien d'années là, vous travaillez là-dedans? Écoute, ça fait 36 ans Wow! officiellement, mais tu sais, depuis que je suis toute petite, moi, que j'ai le nez dans la terre, fait que. Mais c'est beaucoup d'observation, beaucoup, beaucoup. Puis je dirais que la nature, elle est logique. C'est logique comment elle réagit. Puis quand tu comprends un peu les produits que tu achètes, ben, tu peux y faire n'importe quoi. C'est Wow! facile, facile. Mm. Moi aussi, j'ai une question. Oui, vas-y. J'ai acheté des biscuits, il a fleuri la première année. Là, ça fait 3 ans que je l'ai, puis il ne fleurit pas du tout. Mais il fait OK. des grosses feuilles. Oui. Il met-tu de l'engrais? Oui, j'ai mis de Quel l'engrais. genre? Quel genre d'engrais? J'ai mis voyons, du 15-30-15. Le 15-30-15 est supposé le faire fleurir. Soit qu'il y a trop de soleil, il faudrait que tu le mettrais un petit peu plus à la mi-ombre, mais c'est des plantes de mi-ombre. Soit que tu l'arroses trop, puis que quand il vient pour monter en bourgeon de fleurs, il vient un stress parce qu'il y a trop d'eau. Souvent, on voit ça des pots qui ne sont pas percés. Hein? OK. On vient de pogner le pot pas percé. Hein? Non, je l'ai. Non, il est parti, c'est un gros pot. Je l'ai Oui, changé de pot. oui, Il oui, fait des énormes feuilles. Les oui. feuilles sont Puis, vertes, oui. mais Puis les biscuits aiment être dans des pots pas trop grands. Je vais t'avouer, si tu l'as remporté dans un gros pot,
Lui, ce qu'il va vouloir faire, lui, ce qu'il veut là, dans la vie, il ne veut pas fleurir pour t'épater, il veut respirer par les feuilles. Fait que si tu le mets dans un gros pot, il va vouloir prendre tout l'espace du pot avant de se mettre à fleurir, même si tu colles un engrais de fleurs. Parce que ton 15-35, c'est un engrais pour le faire fleurir. Mais possiblement que là, il donne tout pour faire sa racine. Il s'implante. Merci. Ça fait plaisir. Et quand on parle à une experte, hein? Ah, c'est facile, tu vois. Ah oui, pour vous, c'est facile, certain. Ouais, ouais. On voit ça. Facile. Ce qui est dur, c'est que le chat ne mange pas tes plantes. Mais ça, c'est facile. Le reste, c'est facile. Absolument. Ben écoutez, il est 19h, alors je pense qu'on se peut plus toute la gang de vous entendre, ma chère Marthe Laverdière qui est avec nous ce soir. Alors, d'abord, je tiens à féliciter et à remercier chacune de nos conseillères, de nos directrices pour votre beau travail, pour votre esprit d'équipe, pour faire, premièrement, profiter de notre belle gamme de produits Mary Kay, mais aussi d'en faire profiter autour de vous. Et merci spécial à toutes nos directrices qui ont rendu cet invité spécial possible. Et tout ensemble, bien, on a pu avoir Marthe avec nous. Puis elle va probablement pouvoir nous dire ça va pour les fonds pour son organisme de charité pour les enfants handicapés. Alors, donc, c'est pour une bonne cause en plus. Alors, je veux juste dire, non seulement elle est horticultrice depuis une trentaine d'années, massothérapeute, j'étais surprise. Humoriste, bien celles qui la connaissent pas vont comprendre très, très rapidement le côté humoristique de Marthe. Une romancière, hein? Grand-maman et amoureuse à temps plein. Alors, elle est demandée sur toutes les scènes, mais elle est fidèle au rang de la fourche. Alors, merci Marthe d'être avec nous ce soir. Et le sujet principal va être, oui, vous allez avoir droit à une session de questions, les filles, après, mais la conférence principale va être sur le jardinage en pot. Parce qu'il y en a qui ont des petits espaces, vraiment pas beaucoup, puis il y en a qui ont grand, mais on peut utiliser des pots aussi pour des plus grands espaces. Alors, Marthe, elle va nous faire du ménage là-dedans, et puis on vous écoute, ma chère dame. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Quelle présentation. Mon Dieu, ça me fait quasiment rougir. Alors, à ce soir, on va vous parler, puis on va vous montrer comment cultiver en pot ou en petit espace. Si vous avez des petits terrains, puis vous êtes au sol, on va en parler aussi un peu, mais on va travailler dans comment augmenter notre capacité de culture dans un petit espace, puis avec les problèmes d'insectes, de maladies qu'on va avoir. Fait qu'on je vais faire ça en trois bouts. Après chaque bout, je vais ouvrir aux questions. Pourquoi je n'attends pas à la fin maintenant? Parce que personne ne s'en rappelle. Là, un moment donné, du coup d'ange, j'ai dit, dites-moi, ou je t'abonne, ou peut-être que ça ne rappelle plus. Et je présume que c'est parce que le monde ne s'en rappelle plus. Alors, on va commencer tout de suite. Quand ça va être le temps des questions, essayez de ne pas les écrire. Je n'ai pas mes lunettes. Levez la main. Il y a une main à quelque part. Puis, on va ouvrir les micros. Vous allez pouvoir me la poser. C'est plus facile aussi que d'essayer de lire quelquefois quand je vois à peu près plus rien. Alors, on y va. On va commencer par ceux qui restent en bloc dans des logements. Il faut comprendre que quand vous êtes dans un appartement, vous avez un balcon, vous avez une exposition au soleil qui est différente sur les quatre faces. Vous ne pouvez pas cultiver n'importe quoi. Exemple, si vous avez le soleil du matin strictement, vous êtes à l'est, ou vous êtes au nord, vous avez le soleil qui arrive à la fin de journée complètement. Pensez pas à avoir des tomates, des cocombes, des courges. C'est pas assez lumineux pour eux autres. Ils vont faire juste la feuille. Vous allez être déçus. Allez plutôt planter des choses qui poussent rapidement comme des salades, des radis, des pois, des épinards, ainsi de suite, et des herbes. Pourquoi ces plantes-là demandent moins de soleil direct? Puis vous allez avoir plus d'agréments qu'à dire « j'ai raté mon coup, ça n'a pas marché ».
Donc, ça, c'est hyper important de comprendre que quand vous êtes sur un balcon, vous ne pouvez pas changer ça. Vous avez une orientation pour le soleil. Si vous êtes au sud ou à l'ouest, vous avez le soleil à partir de 11 heures au sud, puis ça y va. Ou vous avez, puis l'ouest, ben, vous avez ça jusque le soir. Ben là, lâchez-vous lousse pour les tomates, les courges, les concombres, les aubergines. Ce que vous voulez, ça va aller excessivement bien. Hein? Vous avez du soleil en masse. Quand on va cultiver, il faut comprendre que les plantes ont besoin d'une bonne terre. Souvent, vous vous faites avoir là. Je sais qu'il y a de la terre à 1,60 la poche. Hein? Mais dites-vous que si elle vaudrait plus cher que ça, il vous la vendrait plus cher. Moi, j'appelle ça de la terre à siffleux. À pas boucher un trou de siffleux avec ça, ça vient dur comme de la roche, ça fait du ciment. Il n'y a pas une graine qui veut lever là-dedans. Écoute, même moi, être une graine, je me laisserai mourir, puis que moi, je suis un hyperactive. Donc, hein, ça m'en prend pour ne pas y aller. Ça, c'est 0, une barre puis un carré, s'il vous plaît. Achetez pas ça, c'est de l'espérance, ça, je veux dire. Ça vous prend un curé dans la famille pour arroser à l'eau bénite aux 5 minutes, pour réussir avec ça. Ça n'a pas d'allure. Alors, on va prendre soit un pro-mix ou un agro-mix, hein, un terreau léger avec des petites boules blanches, la perlite, la vermiculite qu'il y a là-dedans, qui vont retenir l'eau. Hein, ça garde l'humidité. Ça, c'est léger. Beaucoup me demandent, Marthe, est-ce qu'on peut garder la terre d'une année à l'autre? Ben oui. La terre, ça se fait à la longue. OK? Quand tu achètes du ProMix ou de l'AgroMix, c'est une terre qui est quand même bonne, elle retient l'eau, mais ce n'est pas une terre riche. Ta terre, si vous êtes, exemple, en jardin surélevé, tu vas incorporer au fil des années des choses à ta terre. Hein? Pourquoi? Il faut imiter ce que la nature fait pour avoir une bonne terre. Tu sais, quand tu vas marcher dans le bois, là, tu sais, hein, tu es dans une érablière ou ben donc, un bout de boulot. Vois-tu bien des caves qui se promènent avec les engrais? Mais non. Pourtant, c'est tout beau, c'est verdoyant, il n'y a pas de maladie là-dedans. Pourquoi? Bien, les feuilles tombent, ils vont pourrir là, ça va donner de l'engrais, hein, ça donne de l'humus, ainsi de suite, les branches vont tomber, le bois va mourir, ainsi de suite. Donc, c'est important d'apporter à ta terre, d'année en année, des feuilles mortes hachées à l'automne. Tes feuilles, tu les gardes toutes, tu ne les donnes plus à ville. Hein? Ça va donner en décomposant un engrais carbone. C'est quoi l'engrais carbone? C'est un engrais qui fait perdurer dans le temps, qui perdure dans le temps, qui va être assimilé longtemps plus tard après que tu l'aies mis par la plante. C'est un engrais qui est dans la durabilité. Tu vas garder tes hachures de gazon si tu as du gazon, puis tu ne fais pas traiter. Pourquoi? Parce que le gazon frais haché, il va donner de l'engrais azoté, il va donner de l'azote. Puis l'azote, les plantes en ont besoin pour faire des feuilles. Hein? Ils ont besoin d'azote pour pousser, que ce soit un arbre, une plante. Toute la végétation a besoin d'azote. Donc, si tu as un engrais azoté puis un engrais carbone, puis que tu rajoutes quelques petites affaires que je vais te montrer plus tard, tu n'es plus supposé acheter de compost. Ça va se faire de lui-même. Tu sais, il y a de quoi que je ne comprends pas, les filles. Expliquez-moi ça, toi. Vous ramassez vos feuilles, vous faites mourir, vous mettez ça sur le bord du chemin, la ville les ramasse. Elle les met dans un tas, elle met un peu de sable, un peu de terre noire, elle t'y revient pour le compost. Oui, non, garde-les chez vous. Tu l'avais déjà. Arrête de donner ton butin, comme diraient les vieux. Hein? Donc, une terre, ça se fait. La terre que vous avez dans vos pots, exemple de fleurs ou ainsi de suite, d'année en année, gardez-les. Gardez-les pour vos plates-bandes si vous avez des petits terrains. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les fleurs, puis la motte de racine, on la défait, elle va pourrir. Ça va donner de l'engrais, ça, quand ça pourrit, ces racines-là. Puis on va mélanger ça à votre terre de jardin ou à votre terre de plate-bande. Pourquoi? Ça va alléger votre terre, surtout si vous êtes dans une terre argileuse, hein, si vous êtes dans la glaise. Donc, ça, c'est hyper. On ne jette jamais de terre, ni de feuilles, ni de hachures de gazon. On garde tout ça parce que quoi? C'est des éléments qui vont pourrir et qui vont donner de l'humus. OK? C'est très, très simple. À cette heure, on cultive en pot, on va parler de l'arrosage. Comprenez quelque chose. La plante a deux sortes de racines. Elle a des racines de soutien, c'est des racines qui sont profondes, qui font qu'elle se tient, tu sais, qu'elle ne tombera pas au vent, hein, qu'elle ait la résistance. Puis elle a les racinelles, c'est les racines qui vont capter l'eau et les minéraux. OK? Les racinelles vont être où habituellement l'eau est. Si toi, par exemple, tu as un jardin surélevé ou des pots, puis qu'à toi, le matin, tu mets épais de même d'eau, tu sais, il y a un pot sur le dessus qui est mouillé.
Tu n'en mets jamais plus que ça. Ou tu n'as pas le temps, ou tu n'y penses pas. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ben ça, là, ta plante, elle va envoyer toutes ses petites racinelles juste sur le dessus de la terre parce qu'elle dit, c'est là, Chloé. Il n'y en a jamais ailleurs. Il n'y en a jamais. Aussitôt qu'il arrive un gros coup de soleil ou du vent, elle fane tout de suite ta plante parce qu'elle est fragilisée. Fait que quand tu arroses, là, sors-y le boyau bâtard puis envoie ça au fond, jusqu'au fond. Puis après ça, fous-y à paix 1 ou 2 journées. Elle va s'habituer à descendre profond, puis elle va être beaucoup plus résistante. Hein? Surveillez les pots qui ont un trou dans le fond. Souvent, le monde achète des cache-pots, puis plante là-dedans. Puis là, la plante vient bien brune, elle tombe sur le côté, puis elle meurt. Comment qu'on voit de palmiers, elle m'enchaîne même l'été, ça n'a pas de bon sens. Ceux qui font ça, ils n'ont jamais gardé un costume de bain dans le sud une journée de temps. Là. Rappelez-vous, mesdames, une journée, la chlorine humide, le soir, tu veux te l'arracher et mettre sa corde à linge. Les champignons pognent là-dedans. Là. C'est pareil pour ça. La terre a besoin de se drainer, de respirer par le fond. Un fond qui respire, c'est un fond heureux. Fait que faites des trous dans vos pots s'il n'y en a pas. Si vous achetez des pots avec des réserves d'eau, il faut les percer pareil. Si tu ne les perces pas, ça va être un trou à grenouille, cette histoire-là. Là. Tu ne réussiras pas avec ça. Je te dis, on pogne 90% du temps, c'est le trou dans le fond qui n'est pas fait. Pas drôle. Les plantes meurent noyées dans morve. Mon Dieu, c'est triste. Alors, ça, c'est la première chose. Une bonne terre, un bon drainage, puis un arrosage profond. Si tu as ça, déjà là, tu es dans la gang des 50% qui vont réussir, c'est sûr et certain. Souvent, on vous pogne là. Hein? Aussi, on n'arrose pas à l'eau chlorée. Si tu es en ville ou dans un village, puis tu as beaucoup de chlore, surtout quand la journée de la semaine qui lave les bornes, tu sais, quand tu ouvres ton robinet et que ça sent l'eau de javel, va pas arroser tes plantes avec ça. Tu ramasses l'eau puis tu la laisses décanter, ça veut dire à l'air libre pendant 24 heures, le chlore, il va s'évaporer, puis là, tu arroses. Idéalement, ramassez votre eau de pluie si vous pouvez. Hein? Si vous avez des gouttières à vos maisons, bien, ramassez l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est merveilleux, elle est riche en minéraux, puis elle est toujours à la bonne température pour la plante. Hein? C'est merveilleux. Alors, on ferme un premier bloc. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, la terre, l'arrosage, garder la terre ou sur d'autres affaires? Mais ça, si vous avez compris ça, on vient de gagner 50%. Moi, j'en ai une question. Oui, en tout cas, là. Après ça, on va... l'eau de pluie, là, oui. Excusez mon ignorance, mais je sais qu'il y a des bacs qui existent, là. Mais pour envoyer ça, tu sais, que la pression, y a-t-il un système pour qu'on mette notre boyau d'arrosage qui ait de la pression? Comment ça marche? En réalité, moi, je vais te dire qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, ta gouttière, elle descend le long de la maison jusqu'à terre, puis là, bon, elle a un coude. Moi, ce que j'ai fait, j'ai démanché le coude, puis j'ai enlevé une barre de 4 pieds de gouttière, puis j'ai mis le coude plus haut. Donc, j'ai mis un baril sur un step, un petit step en bois, une cage en bois, et mon tuyau est plié plus haut. Donc, comme j'ai beaucoup d'eau, si mon boyau est plein d'eau, il va se vider de lui-même. Ou si tu ne peux pas, il y a des petites pompes submersibles qui se vendent dans les quincailleries, 90$, puis tu vas l'avoir pour des années. Là, tu peux arroser avec ça. Mais c'est important de ramasser toute l'eau de pluie que vous pouvez. Toute l'eau de pluie que vous pouvez. OK. Bon, ben, on va Vas-y, on va y aller en ligne. Là. Vas-y, ma Stéphanie, ouvre ton micro. Ouais, ouvrez votre micro, les filles qui voulaient parler. D'avance, ça va aller plus vite. À moins que vous ayez Stéphanie Dubé. Oui. Vas-y. Je cherchais à ouvrir le micro. Oui. En fait, vous disiez les feuilles, toutes les feuilles, mais moi, j'ai des arbres que les feuilles sont tachées. Est-ce que je peux prendre ces feuilles-là quand même? Est-ce que c'est une tache noire? Oui. OK, tu as la moisissure de la feuille. Non, tu ne peux pas les prendre, ceux-là, ils ont un champignon. OK. Puis, mets-la pas dans ton bac à compost, Non. sinon elle ne peut plus parce qu'ils vont faire un champignon. OK. Mais si tu n'as pas d'arbres qui n'ont pas cette maladie-là, ce n'est pas compliqué. Check à l'automne, là. Passe le soir dans la rue quand tout le monde met le sac à feuilles. OK. Tu sais, c'est pas un vol, voler un sac à feuilles. Non, effectivement. Je veux dire, il tire au bout de le bras, là. Oui. Tu as juste à ne pas le dire à tes voisins que c'est bon des feuilles. OK. Parfait, merci. Hasard. Vas-y. Oui.
Oui. Je voulais savoir, quand tu parles des feuilles, là, Oui. est-ce que tu à l'automne, là, un coup que ton jardin est terminé, est-ce que tu les mélanges avec la terre ou tu les Oui, mets? je mélange. Puis si OK. vous avez des feuilles de chêne ou des feuilles de hêtre qui pourrissent plus lentement, ceux-là, je les garde, je vais les hacher, je vais les mettre dans des sacs en plastique avec des trous, je vais faire des trous, je vais les mettre à une place sec, puis je vais m'en servir comme paillis. Ça fait un beau pays brun, comme un pays d'écorce de cacao. Puis en pourrissant du dessous, ça pourrit lentement, ça fait du compost. Fait que tu n'as plus besoin de réengraisser tes plates-bandes. Ça se fait de lui-même. OK. Merci. Merci. Hasard, vas-y, Oui. ouvre ton micro. Salut. Hey, t'es drôle en passant. Merci. T'es fine. OK. Ma première question, tes pots, mettons que j'ai un beau pot en céramique, là, puis là, je peux pas faire de trous là-dedans. Oui. Je peux-tu mettre des roches, du papier journal dans le fond? On ne met pas de papier journal. Tu vas mettre des roches, une bonne hauteur. Je dirais un bon, tu dois être en centimètres, toi, tu es jeune, 8 centimètres de roche, puis tu vas asseoir ton pot dessus. Mais n'oublie pas que s'il y a plusieurs journées de pluie, de lever ton pot, de vider ton pot de grès, puis de remettre. Parce que si tu laisses monter le niveau d'eau, ça va pourrir. Mais je ne peux pas mettre la terre directement sur les roches. Non, ça ne va pas respirer bien plus. OK. Ça va faire une parlotte qui se gratte. Okay. C'est ça que ça va faire. Mon autre question. J'ai des citronnelles, là. Oui. Puis, regarde, tu sais, mettons, là, je t'en montre un, là. Tu sais, là, celle-là, là, j'ai coupe, tu sais, Puis là, je vais les mettre dans pour faire des racines. Oui. Mais est-ce que c'est bon de les couper? Parce qu'à un moment donné, ça fait plus de feuilles, là, tu sais. Oui, ben oui, il faut que tu les tailles fréquemment. Puis quand vous taillez une plante, exactement, elle est belle, elle. Quand tu tailles, on va s'accoter sur une feuille saine. Fait qu'est-ce que ça va faire? Tu vas coller à la plante qu'à chaque feuille qui sorte 2 branches. Puis ça va s'en aller comme ça. Faut que je coupe dans le fond une branche, là, tu sais. C'est ça. On va s'accoter sur une feuille. Tu peux couper un 4-5 pouces. Tu t'accotes sur une feuille, puis elle va brancher. Tu sais, c'est comme autre chose. Une plante, ça monte tout le temps pour aller chercher la lumière. Fait que si tu veux large, il faut que tu y bottes la tête pour la faire brancher. OK. La dernière question est rapide. Là, j'ai des belles plantes. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme de l'arbre à puce, là. Là, j'ai coupe. Là, j'en ai une grosse, là. Regarde, je vais t'en montrer, là. Regarde, comme j'en ai une grosse ici, là. Puis là, un Diefenbachia. OK. Là, il va falloir que tu fasses une bouture aérienne. Va voir avec capsule bouture aérienne. On va te montrer comment faire une bouture aérienne. Puis quand tu vas voir des racines ou ton sac de plastique, tu vas pouvoir le couper puis le replanter, puis il va être reparti. Fait que tu vas en avoir un qui va repartir de la base parce que tu as coupé la tête. Hein? Tu peux couper long, là. Je l'ai fait, gars, c'est son bébé, ça, mais quand même grosse, là. OK. Elle a repoussé toute seule. Oui. Ça veut dire, la tête, tu aurais pu faire une bouture aérienne puis en avoir 2, tu sais, au lieu de jeter la tête. Mais va voir, faire une bouture aérienne qu'on appelle. Faire une bouture aérienne. Merci beaucoup, merci. Ça me fait plaisir. Mélania, vas-y, Mélania. Oui, salut. Je pense que j'ai eu ma réponse. C'est parce que j'étais un peu mêlée avec les trous dans le pot. Je ne comprenais pas parce que justement, il se vend plein de beaux pots que tu mets C'est des cache-pots, c'est ça, c'est des cache-pots. Des cache-pots, oui. Ça veut les dire cache-pots, c'est pas bon ou sinon tu mets des roches, c'est ça? Il faut absolument. Un cache-pot, ça porte son nom, c'est pour cacher le pot d'origine. OK? Ouais. Mais il ne faut pas laisser de l'eau monter dans ton cache-pot pour que ta plante elle se noie. Tu sais, il n'y a pas une plante, à moins d'avoir une plante aquatique, qui va vivre carrément dans l'eau. Ils vont toutes crever. Bon, merci. Ça fait plaisir. Vas-y, Mélanie. C'est quoi la quantité limite de feuilles qu'on peut mettre? Il n'y a pas de limite, ma fille. Non, mais c'est parce que moi, j'ai un grand terrain avec beaucoup d'armatures. C'est une 50aine de sacs qu'on ramasse. Je ne peux pas mettre l'équivalent de 50. Regarde, tu vas en garder pour faire ton pays, au moins la moitié, parce que ça va t'en prendre pour tes plates-bandes, pour ton jardin de légumes, ainsi de suite. L'autre, tu vas l'introduire directement dans ta terre, puis hache-le 1 puis 2 fois, puis tu vas te rendre compte que ça va pourrir rapidement terrible. Là. Okay. Tu ne peux pas nuire à en avoir trop. Ça va alléger ta terre.
Tu sais, la terre devient très légère. Là. Parce qu'on en mettait, mais on se disait qu'il y avait une limite qu'on pouvait mettre là, avec la quantité de... Non? OK. C'est bon. Pourvu que tu le mélanges, puis tu le mélanges. Mais moi, j'en garde une grosse partie, comme je te dis, pour faire mes pays. Puis je vais vous expliquer pourquoi les pays de feuilles, c'est un des meilleurs pays tantôt. Super. Merci. Ça fait plaisir. Vas-y, Julie. En fait, tu parlais de pays, c'est juste ça ma question. C'est quoi les 2 feuilles que tu as nommées, l'être? Le hêtre et le chêne. C'est 2 arbres que les feuilles pourrissent plus lentement. Donc, c'est intéressant de les garder pour faire du beau pays. Parfait, merci. On va continuer. Faites là, les femmes, on va parler des engrais et des composts, OK? Il y en a qui me disent, merde, bâtard, je ne sais pas quel engrais acheter, je ne sais pas quel compost acheter. Puis là, il y en a qui me disent, ah ouais, moi, je prends tout le temps petite poule, ou ben non, je prends tout le temps crevette, ou ben non, je prends tout le temps vache. On se fout de ce qu'il y a sur sa poche, mesdames. La plante, elle n'a pas d'yeux pour voir ce qu'il y a sur sa poche. Ce que tu achètes, c'est les 3 chiffres. OK? Tous les engrais, les composts, ils sont sur 3 chiffres. Si tu ne sais pas lire ces chiffres-là, ben, tu ne sais pas qu'est-ce que tu achètes. OK? Fait que ça, prenez des notes. Vous allez voir, c'est important. Le premier chiffre, c'est l'azote. L'azote, ça fait faire de la feuille, ça, OK? Fait que quand tu mets un engrais où est-ce que l'azote est haut, ben, tu vas ordonner à ta plante de faire de la feuille. Le deuxième chiffre, c'est le phosphore. Au début, quand la plante est jeune, ça fait faire de la racine. Mais après ça, ça fait fleurir, c'est le phosphore. Le troisième, c'est le potassium. Le potassium, ça fait faire de la racine, puis ça aide la santé générale de la plante. Hein? Là, on va y aller. Comment tu fais pour acheter tes engrais? C'est pas compliqué. Imagine que toi, ta belle-mère, elle t'a donné une fougère l'année passée, toi. Puis le chat a sauté dessus tout l'hiver, il reste 2 branches qui sont vertes, le reste, c'est tout grugé. Ça a l'air fou, cette affaire-là. Mais tu ne veux pas acheter ta fougère parce que tu sais qu'à un moment donné, elle va te radoter où est-ce qu'elle est ma fougère. Tu sais que c'est bon. Puis là, toi, là 15 jours, ta belle-mère, elle t'a appelé et elle a dit, écoute-moi bien, à la fête du travail, je vais venir te voir, j'aimerais ça voir ta fougère. Là, tu as paniqué. Tu as paniqué, tu dis, mon Dieu, elle n'a plus de feuilles. Tu vas aller te chercher un engrais que le premier chiffre est plus haut que les 2 autres parce que tu veux qu'elle feuille. Tu comprends? Elle a besoin d'azote, ta plante. Si tu as acheté un pot de fleurs l'année passée, hein, puis tu as mis ça accroché sur ta galerie, puis au bout de 15 jours, il n'y avait plus de fleurs là-dedans, ça ne volait pas le cul de la chatte à Marie-Jeanne, comme dirait quelqu'un que je connais, bien, tu vas aller chercher le chiffre du milieu plus haut que les 2 autres parce que ça fait fleurir le phosphore, OK? Si toi, tu as planté un arbuste l'année passée, puis c'est rachetique, ça branle au vent, ça a de la misère à faire de la racine, tu vas aller chercher le dernier chiffre plus haut que les 3 autres parce que c'est du potassium qu'il a besoin. OK? Là, il y en a qui vont me dire, Marthe, fait comme ça, les composts, comment qu'on fait? Là? Alors, regardez bien. Si on prend du compost de crevettes, habituellement, vous allez voir sur la poche 1,3, 1,2, 1,1. Ça veut dire, si on le lit ensemble, tu as 1,3 d'azote, 1,2 de phosphore, 1,1 de potassium. Ça veut dire, même si tu en mettras 3 tonnes, ta plante, elle ne te sautera pas d'en face. C'est pas riche que l'iode. Hein? Ça, ce n'est pas un engrais, c'est un amendement. Pour être un engrais, il faut que l'addition des 3 chiffres soit 9 et plus ou un des chiffres est 9 et plus. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais le compost, mais le compost peut remplacer quand il vous manque de terre dans votre jardin ou vos plates-bandes. C'est une terre un peu enrichie, si tu veux, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans. Si tu vas chercher des engrais bio, exemple, il y a une compagnie québécoise que j'aime, je ne vais pas te parler là-dedans, là, Merpool, Actisol, là, tu vas pogner du 4, du 5, du 6, c'est un granulaire de fumier de poule bio. Ça, c'est un engrais. Donc, il y en a qui vont me dire, ah, mais ça fait bien cette compagnie-là. Elle a engrais pour tomates, engrais pour fleurs, engrais pour cèdre, engrais pour... Non, non. Ta plante, elle ne sait pas lire, là. Je comprends que les compagnies font plusieurs produits hein, pour avoir un échantillonnage plus vaste. Mais en réalité, à ce temps que tu sais lire les chiffres, même si ça sera marqué engrais à tomate, si tu vois que le chiffre du milieu est plus haut, ça va faire fleurir, on s'en sac qu'il y a une tomate dessus. Tu comprends? C'est de même que ça marche. C'est aussi simple que ça. Donc, un coup que tu as compris les engrais et les composts, c'est merveilleux. Là, il y en a qui me disent, Marthe, le mac de café, est-ce qu'on met ça dans notre terre? Oui. Le mac de café, en décomposant, va donner du magnésium.
C'est important pour la plante. Le magnésium va resserrer les tissus de la plante. Ça va faire une feuille qui est plus résistante aux maladies. Mais mettez-le pas tout à la même place parce que c'est un métaux lourd. On va en mettre un peu partout. Les poches de thé, de tisane, pareil, on les ouvre, c'est de l'engrais azoté. Les coquilles d'œufs, on va les faire venir secs, on va les broyer, puis on va les mélanger à notre terre. Ça va donner du calcium. Il y en a une, il n'y a pas longtemps, elle me disait, Marthe, faut-il enlever la peau en dedans des œufs avant de faire sécher? Elle me dit que si tu n'as pas de vie, là, jette-toi-en une sur Amazon. Si tu es rendu à prendre ta pince à sourcil pour enlever la peau dans l'écorce, hey, saute sur le premier gars qui passe puis défoule-toi. Là. Ça n'a pas de mot du bon sens. Et ne faites pas comme une. L'année passée, elle l'a passé au blender. Elle a fait une petite poudre blanche. Et là, ce que je vous raconte est vrai. Son ado l'a sniffé. Elle s'est ramassée aux urgences parce qu'il y avait les sinus pleines de poudre d'œuf collée. Laisse-moi te dire que tu as l'air épais en maudit de passer tes coquilles d'œuf au blender. Laissez-les pourrir dans le sol. Moi, je les ai foirés un peu avec le poing. Puis, c'est bien bon, calmons-nous le papa, pas de bon sens, ça. Si les ados commencent à fumer notre serviette et à sniffer nos coquilles, où est-ce qu'on va s'en aller? Hein? C'est ça l'affaire. Excusez. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, si tu as bien compris, tout ce qui est végétal, tu le redonnes à la terre. Puis ça va pourrir, puis ça va donner ton compost que tu n'auras plus besoin d'acheter parce que ce n'est pas très riche du compost. OK? C'est ça qui est important, puis je veux que tu comprennes. On va parler maintenant des herbes. Il y en a beaucoup qui achètent des fines herbes et se disent Marthe, moi, je mets toutes mes herbes en pot, c'est bien. Est-ce qu'il y a des herbes qui ne vont pas avec d'autres? Pas nécessairement. Le tout, c'est de ne pas en mettre trop. Tu sais, si tu as un pot de 12 pouces, là, 30 cm, tu ne mets pas plus que 2 herbes là-dedans. Là. Il y en a qui en mettent 4. Et ceux qui mettent 4 herbes là-dedans pour l'été, vous n'avez jamais resté pris dans un ascenseur à 10-12 quand il y en a un qui lâche un gaz, tu veux mourir. Là. Ça prend de l'espace pour respirer. Là. Donc, 12 pouces, 2 herbes, il n'y a pas de problème. Une boîte à fleurs de 30 pouces, on peut en mettre 4 maximum. Dans ça, il y a des fines herbes qui sont vivaces, puis il y a des fines herbes qui sont annuelles. C'est quoi la différence? L'annuelle, à l'automne, elle va mourir, elle va geler, c'est fini. La vivace, si elle est en pleine terre, pour passer l'hiver, elle va revenir l'année prochaine. Exemple, la sauge, la ciboulette, vous avez la menthe, vous avez, mon Dieu, il y en a tellement, la marjolaine, l'orégano, le thym, ainsi de suite. Donc, si vous avez des fines herbes vivaces, mais que vous êtes en pot ou en boîte à fleurs, bien, début septembre ou mi-septembre, si vous avez de la place dans vos plates-bandes, prenez cette herbe-là puis plantez-la en pleine terre. C'est important qu'elle ait le temps de se faire un petit peu de racines. Elle va passer l'hiver puis tu la reprendras pour mettre en pot. Du thym, tu n'es pas supposé acheter ça 50 fois dans ta vie, de la ciboulette non plus, là. Tu sais, c'est vivace. Donc, tu vas pouvoir la diviser, même en avoir 2, 3 l'année prochaine, puis ainsi de suite. Pour les faire venir secs, vos herbes, si vous voulez les consommer l'hiver, et là, on a toute la panoplie de comment on fait sécher les herbes. Je pense que j'ai tout vu. On oublie le micro-ondes, vous tuez toutes les qualités nutritives de vos herbes. On oublie des faire geler parce que vous perdez une partie encore de vos qualités nutritives. On ne les fait pas sécher la tête en bas dans le grenier plein de poussière et de fils d'araignée, à moins que vous vouliez avoir de la viande gratis dans votre sauce à spaghetti. Hein? Moi, ce que je fais, c'est une vieille méthode de nos grands-mères. Tu prends un sac en papier, tu vas une journée sec, hein, on attend que la rosée soit partie vers 11 heures. On va couper les herbes, on va mettre le tiers du sac d'herbes, on va rouler le sac pour pas que la poussière rentre, puis on va l'oublier à quelque part dans la maison. Le papier va absorber l'humidité qu'il y a dans l'herbe, comme un papier buvard, si tu veux. Au bout de 8-9 jours, ton herbe est sec, elle est verte et elle est prête. Donc, tu vas enlever le coton, tu vas mettre ça dans des pots et on marque qu'est-ce qu'il y a dessus, s'il vous plaît. Sarriette, thym, romarin, ce que tu veux. Hein? Le basilic, je ne le fais pas comme ça. Il est plus dur à sécher. Je le mets en pesto. Ou ceux qui n'aiment pas le pesto, passez-les au blender avec de l'huile bio.
Puis ça, on peut congeler ça. Je fais des petits cubes à glace, puis j'en envoie 2, 3. Fait que quand tu fais tes sauces, tu prends 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, comme tu veux, puis ça va donner un goût très, très bon. D'accord? Mais les autres herbes, je les fais tous sécher comme ça. D'accord? Fait que c'est important, ça, les herbes. Puis si vous êtes dans des jardins sur pied, les herbes au travers sont importantes. Pourquoi? Parce qu'ils vont éloigner les insectes, puis là, on va rentrer là-dedans. Tu sais, on a beaucoup d'insectes maintenant. Hein? On a le scarabée japonais, le criocère du lys, le chrysomèle du cocombe, l'altis, la bébite à patate. On a-tu enveloppe et alléluia. Hein? Moi, ce que je veux vous faire comprendre à soir, c'est que le but d'un jardinier, ce n'est pas de tuer, c'est d'éloigner. OK? Pourquoi je ne veux pas tuer? C'est parce que vous allez entrer dans une chaîne naturelle. Si vous rentrez avec des produits chimiques, vous allez rentrer dans une chaîne naturelle qui peut avoir un impact très, très grand. Je vais vous donner un exemple. Si, exemple, tu as, je ne sais pas moi, des scarabées japonais dans ta vigne, puis tu l'arroses avec un gros produit chimique, tu y vas avec du Anol, vas-y, la maudite, tu vas voir qu'elle va tomber, la chienne sale écœurante, tu vas l'avoir. Oui, tu vas l'avoir. Tu vas en avoir une grosse partie. Elle va tomber au sol, elle va être morte. L'oiseau va arriver, il va la manger, il va mourir. L'oiseau tombe au sol, elle chapasse, il sera malade parce qu'il a mangé l'oiseau, et ainsi de suite. Il faut laisser à la nature le temps que les prédateurs naturels entrent en ligne. Puis je vais vous dire, je vais vous faire comprendre ça très facilement. Rappelons-nous, quand les perce-oreilles sont arrivés, il y en avait-tu de ces cochonneries-là? Non, mais il y en avait, c'était une maudite peur. Et on donnait un coup de pied sur une tuile de joie le vert, puis le barbecue voulait partir avec les perce-oreilles. Ça ne va pas de Christy de bon sens. Non, mais gars, j'avais étendu mon linge, la corde de linge, moi, en arrière de la maison. Là, tu sais, moi, je suis dans le rang. Fait que, tu sais, le vendredi soir, mesdames, on se lâche lousse, on enlève la brassière, ça fait du bien. Tu promenais à l'âge. Fait que Minou, il me dit, hey, on va-tu chez ta soeur Joanne? J'avais pas de brassière. Fait que j'ai dit, ben, j'ai pas de brassière, je n'irai pas chez le beau-frère de la même. Si je me vire, je vais l'assommer. Il dit, James, j'ai barré à la porte de la maison. C'est pas grave, j'ai dit, j'en ai une, sa corde à linge. On ne me voit pas en arrière de la maison. J'ai dit, je vais la mettre. Fait qu'écoute, il commençait à faire brun, pogne la brassière, met la brassière, embarque dans le pick-up, puis part. Rendu ça à 2,81, toi, colique! J'ai dit, four les bras que je m'en vais en avait du pick-up, toi, puis des lumières, flambe en poêle. Il y en avait 4 dans la brassière. On en avait-tu du perce-oreille? As-tu remarqué qu'à ce temps, il n'y en a quasiment plus de perce-oreille? On en a un peu, mais pas tant. C'est parce que les prédateurs, les crapauds, les couleuvres, les oiseaux, présentement, ils les reconnaissent comme de la nourriture, ce qu'ils ne font pas encore avec les altis, le chrysomèle, le criocère et le scarabée japonais. Ces insectes-là ne viennent pas d'ici. Ce n'est pas dans le mémoire de prédateurs d'insectes de les reconnaître comme de la nourriture. Ça prend quelques années. Fait que rentrons pas dans le cycle pour les faire tuer parce qu'on tue les prédateurs en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un répulsif naturel. On va faire un répulsif avec quoi? Avec des plantes insecticides vivaces. La première, elle pousse d'un faucette et vivace. Elle va fleurir, là, elle commence à fleurir. C'est la thanasie. Marianne, même-nous une photo de la thanasie qui voit ça, c'est madame. Alors, regardez, ça fait des petites boules jaunes de même. Le feuillage, ça ressemble à un feuillage d'achillée millefleur. Ça sent l'achillée. Ça mesure à peu près 80 cm, 2,5 pieds de haut en fleurs. Ça, quand tu vois ça, fourre les breaks, saute dans le fossé que tu appelles ronde, ramène-toi 3-4 touffes, plante ça chez vous. Les fossés sont à tout le monde. Bon, hein, on paye nos taxes, pas autant. Et tu vas te servir de cette plante-là. Donc, aussitôt que les feuilles poussent l'année d'après, là, on va commencer à le faire début juin. Tu vas prendre les cotons, les feuilles, tu vas mettre ça dans une chaudière en plastique. Tu vas mettre le 2/3 de plantes dans une chaudière de plastique, puis fouiller une roche sur le top, parce qu'on va remplir la chaudière d'eau. On va faire une macération, OK? Donc, tu mets ta plante, tu mets une roche pour pas que les plantes lèvent, tu remplis ça d'eau. Tu mets une vieille guenille là-dessus, puis tu laisses ça dans le fond de la cour. À tous les jours, tu enlèves la guenille, tu enlèves la roche, tu brasses ça pour faire rentrer de l'oxygène. Tu vas voir, ça va faire comme des petites bulles. Ça va macérer au-dessus de l'eau. Au bout de 8 à 9 jours, ça va faire un genre de liquide vert brunasse. Ça sent le taouin. On appelle ça faire du purin, c'est pas pour rien. Hein, ça, on aurait dit, on va faire du parfum. Ça sent le taouin, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis coucher avec la crémière, comme dirait mon père.
Bon, alors tu vas prendre ce bouillon-là au bout de 8-9 jours et tu vas prendre 20 de ce jus-là qui sent la vieille chenoute, moi, et tu vas mettre 80 d'eau. Puis tu vas arroser où est-ce que tu as des insectes avec ça. On va pas pouicher, arroser avec un arrosoir avec la pomme douche. Là. Tu vas arroser les feuilles, la terre, tu arroses tout une fois par semaine. Fait que tu vas faire ça une fois semaine de début juin jusqu'à mi-août. Si tu fais ça, tu vas avoir 3-4 bébites, mais pas assez pour briser tes affaires, ni pour manger tes récoltes. Ils détestent ça. OK? Fait qu'aussitôt que tu en as fini une chaudière, tu en recommences un autre parce que tu comprends, aussitôt qu'il est prêt, tu en repars un autre pour en avoir tout le temps jusqu'à la mi-août. Pourquoi on arrête à mi-août? Ils ont fini de se mettre. Ils ne s'accouplent plus. C'est fini. Je te dis, nous autres, on fait ça à l'année, les autres, mi-août, c'est fini. Bon. C'est de même. Je te dis. Il y en a qui vont me dire, j'ai pas d'euthanasie. Et je ne sais pas où il y en a. Beaucoup d'or. Tu peux prendre de l'absinthe. C'est une vivace aussi. Écoumène, je pense qu'ils vendent des graines. Vois-tu, c'est argenté, 90 cm, 3 pieds de haut. Surveillez-vous, bottez la tête souvent parce qu'elle a tendance à se reproduire beaucoup par la graine. Très beau, avec des rosiers rouges, très beau. Alors, l'absinthe, c'est la même affaire. Envoyez dans le chaudière, fourrez une roche, envoyez de l'eau, puis on brasse. Ça sent le taouin aussi. Ça peut être très bon, l'absinthe. C'est vivace. Là, il y en a qui vont me dire, j'ai pas d'absinthe. Bien, si tu n'as pas d'absinthe et tu n'as pas de thanasie, ben, on va prendre des feuilles de rhubarbe. Les feuilles de rhubarbe, ben, c'est mortel. Hein? Donc, on va prendre des feuilles de rhubarbe, on va les déchirer, on va mettre ça dans le pot. C'est un peu moins efficace, les rhubarbes. Je vous dis, on perd un 20 d'efficacité. Mais je rajoute 2 bulbes d'ail que j'écrase avec ma bottine, puis j'envoie ça dans la chaudière. Là, on va te dire, ça fait fuir même le beau-frère qui vient siphonner ta caisse de 24. Il n'y a rien qui résiste à ça, ça n'a pas de mot du bon sens. Mais c'est efficace. Donc, c'est encore pareil, 20-80, puis tu arroses avec ça. Mettez pas la chaudière au fond de votre cour si vous êtes en ville ou dans un village, si la balançoire du voisin ou la piscine est là. Parce que comprends que quand tu vas le brosser, le voisin va traverser de ton bord, te demander ta recette à 6 pouces de la face. Mais ça, dans une place où il vend en masse, c'est pour pas non plus écœurer le monde. Et ne faites pas comme Raymond, l'année passée, sa femme l'avait mis dans le petit cabanon en tôle. Raymond n'a pas pris son 4 roues de l'année. Il n'était pas capable de rentrer, il voulait perdre connaissance. Donc, on met ça à l'air libre, s'il vous plaît. Hein? Ça a quasiment tué Raymond. Alors, ça, avec ça, mesdames, vous n'aurez pas de problème avec les insectes. C'est bon pour la mouche de la carotte, la teigne du poireau. C'est bon pour la mouche de l'oignon. C'est bon pour la bébête à patate. Alléluia! On va les avoir avec ça. Ça, c'est important que vous compreniez ça. On va ouvrir aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire ou autre chose? Pouvez-vous redire la quantité qu'il faut mettre? Mettons, tu as un seau, c'est le 2/3 du seau? Le 2/3 de plantes, on remplit le reste d'eau. Puis quand c'est prêt, au bout de 8-9 jours, on va mettre 20 de ça, 80 d'eau. C'est encore pareil. Si vous avez de l'eau chlorée, on laisse décanter parce que le chlore va arrêter la macération. Allô, Marc? Oui. C'est Antonine Michaud, tu me reconnais? Oui, vas-y. Oui, vas-y, Antonine. L'année passée. Oui. Je voulais savoir, la rhubarbe, là, quand tu l'amassas, il faut la couler, hein? Oui, tu coules ça. On les coule au bout de 8-9 jours. Tu vas voir, ton eau va changer de couleur. Elle vient comme brunâtre. On va couler ça. Que ce soit la thanasie, la rhubarbe ou l'absinthe, mettez pas les cotons qui ont fait la macération dans votre bac à compost parce que ça l'arrête la décomposition. On les jette tout simplement. Ça, jetez-les. Ça, je vous l'accorde, jetez-les. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est comme si on l'aurait sera mis toute la gang à le tété. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est fini. Puis tu arroses avec ça 20-80. Merci. Ça fait moi, j'arrose, je ne sais pas si tu vas me faire rire de moi. Là. Non, vas-y. Ben, je fais une macération, c'est de l'ail, de l'huile, puis de l'eau, puis du savon-vaisselle. Oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon, mais c'est moins bon que ce que je te dit. Ah, OK. Puis à l'huile, c'est un fixant, OK? On va fixer quelque chose. Puis quand on travaille sur une base d'huile, on ne fait jamais ça au gros soleil parce que ça peut faire une loupe d'huile sur une feuille. Puis avec le soleil, ça va brûler. Fait que quand on travaille sur une base d'huile, on va toujours travailler vers les 4h, 4h30 quand le soleil n'est pas à son maximum pour ne pas brûler le feuillage.
C'est beau. Vas-y, Cindy. Je me demandais si ta mixture, c'est-tu efficace pour éloigner les moustiques aussi? Non, les moustiques, moi, je vais te dire, j'ai un petit diffuseur, puis j'achète de l'huile essentielle de citron. OK. Puis je fais diffuser où est-ce que je suis assis, tout simplement. OK. Parce que c'est sûr que c'est dans la cour arrière pour les enfants, puis ils se font tellement manger, ça n'a pas de bon sens. Mais je vais te dire, la thanasie, là, si tu en as, là, tu prends les feuilles, tu le frottes les bras, tu le frottes le cou, puis tu mets des feuilles dans, des petits bouts de feuilles dans la calotte, ils n'auront pas de moustiques. Non, on a commencé à essayer la vitamine B, là, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Oui, mais essaye, va dans tes fossés, je suis sûre que tu vas trouver la thanasie. Puis les feuilles, ça les fait fuir, ça va sentir un peu le citron. Moi, je me frotte les bras, je me frotte le cou, puis j'en mets dans ma calotte quand je vais dehors, puis je n'ai pas de mouche. Je n'ai pas de maringouin. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Vas-y, Mélina. Mélania. Oui. OK. Je sais que je vais avoir l'air débutante, mais c'est le cas. Non. Donc, c'est pas grave. Je veux, pour la première fois, me faire des petites herbes. Je veux juste savoir, quand l'été est terminé, est-ce que c'est possible de les continuer à l'intérieur pendant l'hiver? Ou sinon, qu'est-ce que je fais quand c'est rendu l'automne, l'hiver? Bon. Toutes les annuelles, comme ton basilic, la coriandre, le romarin, tout ça, tu peux les rentrer dans la maison. Puis, moi, ce que je fais pour pas qu'ils vivent un temps, parce que nos maisons sont très secs, 2 fois par semaine, je les push avec de l'eau claire. Ils ont besoin d'humidité, surtout le romarin, sans ça, il va venir sec. Les vivaces, on n'a jamais un gros réussi avec ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils vivent une période de gel, de froid. D'accord? Fait que ceux-là, laisse-la dehors. Le persil, c'est une biannuelle. Hein? Ça veut dire que la première année, tu vas avoir du persil. La deuxième année, elle va revenir pour faire ses graines. Donc, le persil, moi, je la garde dehors pour pouvoir récolter mes graines l'année d'après. Mais si tu ne récoltes pas tes graines, tu peux rentrer ton persil. Il n'y a pas de problème. Ah, génial. Merci. Ça fait plaisir. Vas-y, Nancy. Oui, on parlait d'insectes. Moi, j'ai des problèmes de fourmis cette année. C'est épouvantable. Okay. T'en as où? C'est où tes fourmis? Vraiment dans mes bacs surélevés. Là, OK. Dans les bacs surélevés, souvent, il n'y a pas de nid, mais tu vois des fourmis passer. Okay. Les fourmis détestent l'odeur de lavande. Donc, je dis toujours, dans des bacs surélevés, on met au moins un plant de lavande. Puis, tu vas mettre une lavande augustifolia. C'est la lavande qui est vivace. Ce n'est pas la lavande mexicaine. C'est parce que c'est des vivaces tendres, sans ça. Mais la augustifolia, c'est une vivace. Donc, à l'automne, tu vas la prendre, puis tu vas la mettre dans une plate-bande, puis elle va revenir. Tu vas pouvoir jouer comme ça avec, puis diviser ton plein d'année en année ou faire des boutures. C'est hyper facile. Puis est-ce que c'est important, mettons, de le mettre au centre du bac ou peu importe où? N'importe où, elle va diffuser dans la terre une odeur que les fourmis n'aiment pas. Puis quand vous avez des fourmis dans vos bacs surélevés, puis c'est des bacs en bois de plusieurs années, remarquez si c'est des fourmis charpentières qui viennent manger le bac. Parce que si c'est des fourmis charpentières, je vous conseille de défaire le bac et de le faire brûler parce qu'ils peuvent aller dans le cabanon, ils peuvent aller dans la maison, ils peuvent aller dans le niche à chien. Ils vont rechercher du bois de construction, ces fourmis-là. Donc, surveillez si ce n'est pas des fourmis charpentières. Aussitôt que c'est une fourmi charpentière, on détruit la structure puis on en refait un autre. OK, merci. Ça fait plaisir. Je vais prendre Stéphanie. Vas-y, Stéphanie. Dans le fond, par rapport au purin de Tennessee, moi, j'en avais déjà fait, mais j'avais mis une couverte de plastique sur ma chaudière. Non, il faut que ça rentre. Ça sentait la mort. J'ai jeté la chaudière, puis... c'est ça. Mais si tu veux que ça sente un peu moins, parce que c'est vrai qu'avec un couvert, tu veux mourir. Quand tu enlèves le couvert, tu te demandes comment ça se fait que tu es titre à soi. Faites forte. Moi, je mets une vieille guenille parce que l'air rentre de un, ça ne vient pas bourrer d'insectes, puis ça respire, parce que sans ça, c'est trop fort, mais tu sais, quand on dit que c'est un répulsif très puissant, ben, c'est puissant. Là. Mais vas-y avec une guenille, puis tu n'auras pas ce problème-là. Parfait. 2 petites questions. Il n'est pas trop tard pour commencer avec le purin? Non, il n'est jamais trop tard pour se faire un bon purin. Parfait. C'est bon. Puis moi, c'est des nids de fourmis que j'ai beaucoup, là. Mais tu sais, on parle de vraiment... J'ai fait traiter il y a quelques années, mais ça revient tout le temps. Puis ici, c'est très sablonneux. OK. Fait que c'est sûr que quand c'est sablonneux, là, tu vas avoir beaucoup de fourmis. J'ai parlé avec une femme quand je suis allée faire une conférence il n'y a pas longtemps.
Puis moi, j'ai toujours dit, les petits nids, ça va bien avec le cornestache. Quand ton nid devient moyennement gros, il faut comprendre qu'un nid de fourmi, c'est comme le iceberg de Titanic. Hein? On voit le 1/20e de la structure à l'extérieur. Quand ton nid est moyennement gros, c'est plus une seule reine, tu as plusieurs reines et tu as des nids qu'on appelle les nids satellites. Donc, je parlais avec une madame j'ai été voir dans sa cour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi, j'en avais plusieurs, puis je les ai toutes eues. Elle a pris du vinaigre blanc, du vinaigre commun. Oui. Elle a fait bouillir, puis elle a envoyé ça bouillant sur le nid. Je vais te dire que le gazon autour du nid est mort, mais le nid est mort aussi. Je me dis, tu sais, des fois, il vaut mieux sacrifier un peu le gazon, puis y aller avec ça. Fait que je ne l'ai pas vu faire, mais elle m'a dit que c'est ça qu'elle a fait, puis je la crois parce que ça sentait tellement le vinaigre qu'on s'aurait cru quasiment aux œufs au vinaigre dans son petit coin. C'était assez intense. Mais elle les a eus. Les nids étaient morts. Là. Il n'y avait plus aucune vie. C'est bon, je vais checker les spéciaux sur le vinaigre. Ça marche, peu vert. Merci beaucoup. Vas-y, Julie. Julie, est-ce que tu as une question? Ben, rebaisse ta main. Oui, enlève ta main, Julie. Je pensais que tu avais une petite question. On va continuer avec les maladies. Hein? Vos plantes n'ont pas rien que des insectes. Des fois, la maladie pogne après ça. Une des plus communes qu'on voit souvent, c'est le mildiou. Une petite photo de mildiou, Marianne? Si tu vois ça, ce n'est pas de la neige au mois de juillet, c'est un champignon. Ça. On voit ça, les monardes, les cocombes, les courges, les phlox paniculata ont tendance à ça. Beaucoup de plantes ont tendance à ça. Bon, quand tu vois ça, c'est du mildiou. Tu as aussi la rouille, qu'on voit beaucoup sur les roses trémières ou qu'on voit aussi sur les fèves, les légumineuses. Ça fait des petits points bruns. As-tu une photo de rouille? Regarde, ça, c'est de la rouille. C'est un champignon aussi, OK? Sur les rosiers, on voit beaucoup le black spot. Alors, une petite photo de black spot. Tu vas voir, c'est quoi? Ça porte son nom. Le black spot. Ça fait un petit rond noir, tu vois, puis la feuille jaunie. Ça aussi, c'est un champignon, c'est du black spot qu'on appelle. On voit ça beaucoup sur les rosiers. Donc, aussitôt que tes plants sont atteints, on ramasse les feuilles malades, on les fait brûler. On ne met pas ça dans le bac à compost parce qu'ils sont porteurs de ce champignon-là. Quand ça commence, là, tu n'as juste dans le bas un peu, là, juste, tu vois ça, une ligne blanche. Tu le vois. On va faire un déséquilibrement du pH de la plante avec du soda. Donc, on va prendre 1 litre d'eau tiède, c'est une bouteille vide de Windex. On va mettre une cuillère à soupe d'huile végétale, la sorte que tu veux, on s'en sert comme dans la 22. Et une cuillère à soupe de soda, on va brasser ça. Et comme c'est de l'huile, on va pouicher ça sur la plante, dépasser 4 heures l'après-midi pour ne pas avoir une brûlure due à l'huile. Puis, on va pouicher ça jusqu'à du blanc. OK? On va le faire une fois, au bout de 3-4 jours, si on en a encore, on le refait, on la suit comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça va, en changeant le pH de la plante, bien, souvent, le champignon meurt quand ça commence. Si tu pars en vacances, puis que tu reviens, puis tu as la moitié de ton plein qui est blanc comme le banc de neige, oublie le soda, bâtard, on n'est pas à Saint-Anne-de-Beaupré pour les miracles. D'ailleurs, ils bloquent les rues là, parce que le pape s'en vient. C'est pas le temps d'y aller. Donc, on va prendre du soufre. Tout produit à base de soufre, hein, c'est fongicide, ça va tuer les champignons. Moi, je prends du soufre à orignaux dans les magasins de chasse et pêche. Moi, ici, j'ai la chance de l'avoir en poudre. Si vous l'avez en granules, on va écraser les granules. On va mettre un quarantième, une part de soufre pour 40 parts d'eau. Puis, on va poucher avec ça. Là, tu peux poucher au gros soleil, il n'y a pas d'huile. Fait que tu le fais une fois. S'il en reste encore au bout de 3-4 jours, tu le refais. On va suivre comme ça. OK? Si on vient qu'à reconfiner, puis que tu n'as pas de soda, puis que tu n'as pas de soufre, toi, puis tu veux blanchir ça comme neige durant l'hiver, qu'est-ce qu'on a tous à la maison qui est fongicide? L'urine. Alors, dans ton urine, il y a de l'urée. L'urée, c'est un fongicide naturel. Donc, on va prendre l'urine du matin, moitié eau, moitié urine, puis on va pouicher avec ça, tu vas le voir. OK? Là, je vois une qui rit aux airs. Là, je le sais, quand on est une femme qu'on a une petite descente de vessie, c'est dur de pogner le jet sans se beurre les mains, disons-les. Moi, j'avais 3 gars, je mettais un vieux pot maçon sur la toilette, puis je disais aux gars,
Puis c'est dedans, le mildiou s'en vient. Bon, si vous n'avez pas de gars, vous n'avez pas de conjoint pour s'accrocher à la graine, qu'est-ce que je te dis? Si tu n'en as pas, demande aux voisins. Mais dis-y que c'est pour le mildiou parce que des fois, il peut passer que tu jettes sa partie d'en bas, puis ça peut t'attirer des problèmes. Si tu prends l'urine du voisin, surtout ne push pas face au vent parce que tu vas l'avoir d'en face. Vire-toi de bord. Mais c'est très bon. Alors, je te le dis, je n'ai pas dit de prendre votre pisse. J'ai dit, si tu viens qu'être mal pris, tu sauras que tu peux la prendre. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'écrivent, les Européens se servent de l'urine comme engrais à Martin, c'est vrai? Ben oui. De l'urine, ça teste 9 d'azote, 1 de phosphore, 2 de potassium. C'est riche en azote. Parce que tu viens qu'à manquer d'engrais puis que tu veux y aller, ben vas-y. Tu mets moitié urine, moitié eau, puis tu fais ça une fois aux 15 jours. Faites pas comme Gérard qui a fait dans le coin ici. Sa femme lui avait demandé de ramasser son urine pour booster un peu les cocombes. Gérard a décidé d'aller pisser directement dessus le matin. Fait qu'il est parti avec sa robe de la chambre, puis il l'a ouvert, puis une fois mon Gérard, 2 fois mon Gérard, 3 fois mon Gérard. Mais il était sur le coin d'une rue d'un village. La police est passée. 200 pièces d'amende pour indécence sur le coin de la rue. C'est cher pour 9 d'azote. Mais si ça vous tente, c'est pas de problème avec ça, on est d'un pays libre. Pissons, mes sœurs, pissons. Alors, il y a une autre maladie qu'on va voir arriver souvent sur les plants de tomates. On le voit les fèves aussi quelquefois. C'est la chlorose. As-tu une photo de chlorose, Marianne? Quand vous voyez ça, une feuille qui jaunit comme ça, mais que la nervure est verte pareil, elle ne fane pas, hein, elle est juste comme ça. C'est une plante qui a de la chlorose. C'est quoi la chlorose? C'est un manque de fer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour redonner du fer à une plante? C'est pareil pour l'être humain. On va prendre de l'ortie. On va faire un purin d'ortie, pareil comme ton purin tantôt. Hein? Puis, on va le couler. On va mettre 10 de purin parce que là, on fait un purin nutritif, 10 90 d'eau, et on va pouicher sur la feuille avec du purin d'ortie. Le purin va rentrer par les bouches, les petites bouches qu'il y a sur vos feuilles qu'on appelle les stomates, puis elle va aller nourrir la plante, puis la plante va se rétablir. C'est une carence en fer. OK? Si vos plants de tomates, l'ortie, c'est ça. C'est très... Mettez-vous des manches longues puis des gains parce que ça fait faire des dermatites, là, mais c'est très, très bon, ça, l'ortie. Même pour l'être humain, là, ceux qui manquent de fer, on peut faire des tisanes à l'ortie. C'est très, très bon. Elle est en fleur présentement, l'ortie. Donc, si vous avez des feuilles de tomates ou de plants ou de n'importe quel plant qui viennent toutes crossignoler, là, Marianne, envoie donc la photo que je t'ai envoyée aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Ça, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un champignon. Ça, c'est un stress. Il y a 3 façons de stresser un plant de tomate comme ça ou un plant. Soit qu'on l'a mis trop d'engrais. Elle n'en peut plus. Souvent, ceux qui travaillent avec de l'engrais chimique. Soit qu'on l'a arrosé au gros soleil avec de l'eau très froide. Elle va faire ça. Ou soit qu'elle est dans une serre trop chaude. Ça va faire ça aussi. Donc, ça ne nuit pas à faire les fruits, ça ne nuit pas à la vie de la plante, c'est rien que lettre. C'est juste lettre. OK? Fait que pour contrer toutes les maladies fongiques qu'on vous a dit, le mildiou, la rouille, le black spot, la première chose, c'est de mettre les plants distancés pour que l'air passe entre les plants. Hein? Les champignons aiment les feuilles qui se touchent humides. On n'arrose pas ces plants-là le soir pour que le feuillage, quand la nuit arrive, soit mouillé. Ça va faire développer plus vite le champignon. Donc, on va arroser au niveau du sol strictement. Puis, n'oubliez pas que les spores de ces champignons-là, si c'est des vivaces, vivent dans la terre. Donc, on va couper les plants à l'automne de fleurs ou de légumes atteints. On va les faire brûler. Puis, l'année d'après, où est-ce que vous allez planter? Vous allez travailler avec un paillis. D'accord? On va parler à cette heure un peu de pollinisation. Vous savez, on a parlé beaucoup des abeilles ce printemps. Il ne fallait pas couper pissenlit. Puis c'est toute une histoire, cette histoire-là. Il y en a beaucoup qui m'écrivent présentement et qui disent, Marthe, j'ai des plants de courges de toute beauté. C'est jaune de fleurs, pas une maudite courge.
Pas une. Bien, il faut comprendre que les cucurbitacées, hein, les courges, les citrouilles, ainsi de suite, les courges à spaghetti, les butternuts, ainsi de suite, il y a des fleurs mâles puis des fleurs femelles. Les pollinisateurs, il faut comprendre que quand il fait trop chaud, ils ne sortent pas. Ils ont trop chaud, ils ne sont pas capables, même s'ils volent, ce n'est pas assez pour abaisser la température de leur corps. Ils vont attendre le soir. Et dans la famille des cucurbitacées, le problème, c'est que les fleurs qui donnent les courges s'ouvrent le matin, mais se referment vers 11h30 midi. Fait que quand l'abeille sort le soir, elle est fermée, cette fleur-là. OK? Quand il pleut, ils ne sortent pas non plus. Ils n'iront pas à grosse pluie essayer de polliniser. Ils viennent les ailes bien pesantes, sont obligés de se poser, puis se font snapper par un oiseau. Ce pas des caves, là. Ils ne veulent pas les crever, ils veulent rien qu'aller polliniser. Donc, il y a bien des journées maintenant qu'on est obligé de polliniser soi-même. Pour polliniser, il faut savoir la différence entre une fleur mâle et une fleur femelle. Alors, Marianne, la fleur mâle de la courge, il y a une pine dans le milieu. Une pine, ça vous fait penser à quoi, mesdames? Une pine. Ça, c'est un mâle. Tu ne peux pas te tromper, là, je veux dire. Et ça, il y a tout le temps 2 à 3 fois plus de fleurs mâles que de fleurs femelles. Les mâles restent ouverts toute la journée. C'est bien des mâles, ça veut piner toute la journée. La femelle, comme je t'ai dit, elle, à partir de 11h30, elle fait no play. Ça, c'est une femelle. Elle regarde, elle a un petit trou dans le milieu, elle a des petites boules avec un petit trou, c'est une femelle. Donc, quand tu veux avoir des courges ou des citrouilles ou n'importe quoi, tu vas prendre ta fleur mâle, tu vas enlever les pétales autour, puis avec la pine, tu vas venir zigner dans le milieu de ta fleur femelle. Si tu fais ça, c'est sûr qu'une courge à 100%, c'est toi qui l'as zigné. Fait que tu vas avoir une courge, ça, c'est sûr. Tu viens de polliniser ta plante. Fait qu'à tous les matins, si vous avez des courges ou des citrouilles ou des courges butternut, spaghetti, n'importe, des creek nuts, n'importe, bien, surveille tes fleurs femelles puis pollinise-les. Parce que de plus en plus, les pollinisateurs, ils ont de la difficulté. Les cocombes, il y a des fleurs mâles puis des fleurs femelles aussi. Il y en a qui me disent c'est jaune, pas le mot du cocombe. Il y a toujours plus de fleurs mâles que de fleurs femelles chez les cocombes. On va vous montrer ça. Les fleurs mâles elles ressemblent à ça, regarde. Ils sont un paquet de mâles ensemble, mais ça, c'est rien que des pineux. Tu n'auras pas de cocombe avec ça. C'est rien que bon pour la pine. Ça a une petite pine dans le milieu, ça. La femelle, regarde bien ça, elle a un petit cocombe en dessous. Regarde, ça, c'est une femelle qui s'en vient. Elle ouvre, là, regarde. Souvent, ils sont 2 ensemble, 2, 3, mais il y a un petit cocombe. Donc, là, arrache pas la pine mâle du cocombe, c'est trop petit, là. Tu vas prendre un Q-tips, puis tu vas passer du mâle à la femelle. Du mâle à la femelle, tu zignes. Hein? Il y en a une, l'année passée, elle m'a envoyé un email, elle dit, j'ai zigné tout l'été, pas pris de vacances, pas un mot du cocombe. Mais écoute, elle zignait de la femelle au mâle. J'ai demandé comment elle avait d'enfants. Elle dit, j'en ai pas, je suis une vieille fille. J'ai dit, reste de même, ça fait bien. Hein? Franchement, passer de la femelle au mâle. S'il vous plaît, c'est du mâle à la femelle. Hein? Puis, dans les courges, une pine, comme il y a plus de fleurs mâles, bien, prenez une pine de mâle pour une fleur. Tu sais, gâte-la, bâtard. Il y en a qui prennent une pine de mâle pour 3-4 fleurs femelles. Là. Tant qu'à zigner, emmène-en en masse là, de la semence. Alors, ça, c'est la pollinisation. Puis, dans vos jardins surélevés, dans vos jardins de légumes, rajoutez toujours des fleurs pour attirer les pollinisateurs. Hein, surtout si vous êtes au 2e, 3e étage, on va attirer les pollinisateurs. Les fleurs qui les attirent le plus, les capucines, les calendulas, ça les attire beaucoup. La bourrache, hein, ça fait des belles petites étoiles bleues. La facélie, ça les attire beaucoup, beaucoup. Les marigolles. Donc, ces plantes-là vont attirer les pollinisateurs. Puis, il y a beaucoup de ces plantes-là que tu peux manger. Exemple, les capucines, les fleurs se mangent, les feuilles se mangent. Hein, ça a un bon goût poivré. Hein? La calendula, les pétales se mangent. Tu mets ça dans les muffins. C'est très bon. Ça goûte un peu les amandes. Hein? C'est une plante qui est très, très bonne, la calendula, pour la peau. Donc, hein, il y a beaucoup de crème à base de calendula. Avez-vous des questions là-dessus, mesdames? Ou en général, never, on shot la dernière chose de question. Une petite rapide, moi, je voulais Carole, vas-y. Oh, excuse-moi, non, vas-y, toi, puis ça, j'irai à Carole. Non, c'est pas grave. Vite fait, que si, mettons, j'ai un pot de terre que je l'ai laissé dehors. Oui. Là, ben, il y a la pluie puis toutes sortes d'affaires dessus. Puis là, j'ai dit, bon, j'arrive pour le dire, ben, je vais la garder, la terre. Oui, c'est ça. Mais ça puait. Oui. Et mon chum, il me dit, c'est pas bon, je veux de ça. Ben non, c'est normal, c'est les racines qui pourrissent.
C'est normal que tu la mélanges, puis là, elle va sentir moins parce que tu vas la mélanger, puis l'odeur va... Ben oui. Ben oui, ben oui. Quand ça sent le taouin, c'est que le principe de la décomposition commence. Mais tu sais, dans la nature, ce principe-là est hyper important. Hein? C'est ça. Fait que je peux le garder. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. S'il faudra acheter tout ce qui pue, il ne restera pas grand-chose. Marc, comment qu'on fait pour polliniser les fleurs de tomates? Comment faire pour trouver que c'est un mâle et une femelle? Bon, là, tu passes d'un à l'autre. Parce que les fleurs de tomates, ils ont les deux dessus. OK? Oui. Mais ils ont besoin d'un autre pour se polliniser. Donc, tu passes d'une à l'autre, d'une à l'autre, d'une à l'autre, comme ça. Parce qu'il n'y a pas de différence. Non, puis tu vas l'avoir. Merci. Tu vas l'avoir. Ça fait plaisir. Carole, vas-y. Moi, c'est mon hibiscus. Je te montre une photo. OK. Il y a des fleurs, des feuilles jaunes, là. Y a-tu trop d'eau, pas assez d'eau? Je ne sais pas. Ben moi, je vais te dire, ton pot a des trous. Hein? Ton pot, il y a des trous. Il n'y a pas de trou. Ben, voilà le problème. Prends une mèche puis perce ton pot. Puis tu vas voir qu'il va arrêter de jaunir. Il commence à avoir le cul dans l'eau. Puis souvent, quand les feuilles commencent à jaunir, l'étape d'après, c'est que les boutons de fleurs tombent. Oui. Ils avortent. Ben ça, c'est parce qu'elle commence à avoir des moisissures dans les racines. Donc, perce le pot. Oui, perce le pot. Puis c'est arrosé une fois par jour? Tu arroses, tu te rentres le doigt dans la terre, puis si la terre est sec, tu arroses. Si elle n'est pas sec, tu n'arroses pas. OK. C'est beau. Merci. C'est toujours une question de senti. Du senti. Stéphanie, vas-y, ça fait plaisir. Stéphanie. L'année passée, mes zucchinis, j'avais juste des fleurs mâles, pas de femelles. OK. Tes zucchinis étaient trop bien. OK? Il faut comprendre le principe des cocombes et les zucchinis. C'est des plantes qui viennent d'Amérique du Sud. Ils ne savent pas qu'il y a de l'hiver. Ils ne savent pas qu'ils vont geler. Ils ne sont pas pressés. Et le but, c'est de faire des feuilles pour respirer. S'il y a une terre riche en masse, toujours de l'eau, ils sont au maximum, ils ne veulent pas te nourrir, ils veulent juste respirer. Donc, tu vas les carencer légèrement en eau. Juste, pas pour que ta feuille fane, là, mais juste pour que quand tu regardes ta feuille, tu vois qu'elle a perdu une teinte de vert. OK. OK? Elle a de la misère à faire sa chlorophylle. Okay. Quand elle a de la misère à faire sa chlorophylle, là, tu l'arroses au fond, elle va faire des fleurs femelles parce qu'elle va vivre un petit stress, puis elle va penser mourir, puis elle va vouloir se reproduire par la graine. OK, super. Merci. Ça fait plaisir. iPad d'Angéline. Vas-y. Ouvre ton micro, Angéline. Oui, chère. Bonjour, Marthe. Bonjour. Moi, ma question, c'est on a des plantes, des fois, la feuille, elle devient brune. C'est pour quelle raison, ça? C'est des feuilles de quoi? Bien, j'ai un mûrier, c'est un arbre, OK, comme pleureur. Oui. Puis, des fois, les feuilles deviennent brunes. OK. As-tu, au pied, est-ce que tu as désherbé puis il y a du pays au pied? Non. Non. OK. Il est sur le gazon. Il n'y a pas eu de traitement de gazon avec des produits chimiques agressifs. Parce que quand une feuille brunit, c'est réellement que la plante, elle a vécu un stress et elle va retirer de la chlorophylle dans d'aucune partie de elle pour concentrer son énergie pour une survie. Fait que c'est souvent soit trop d'engrais, un produit chimique, ou ben donc, on pogne réellement, là, exemple, 3 semaines de pluie intense, c'est trop pour la plante si elle est dans l'argile, mais remarque le stress que ta plante a vécu. Est-ce que l'écorce a été accrochée quand on a tondu, elle a une plaie, ainsi de suite, elle a vécu un stress, ta plante. Puis elle est prête te dire, je vais laisser tomber des feuilles pour essayer de garder ma survie. Parce que son but, elle, c'est de survivre. C'est pas d'être belle. OK. Puis, l'autre chose. Oui. C'est-tu normal que les bleuets fleurissent pas à chaque année ou quoi? Non, ils sont supposés faire ça à chaque année. Possiblement que ta terre, elle manque d'engrais. As-tu une terre argileuse? Oui. Bon, c'est ça. Dans les terres argileuses, c'est une terre qui est pauvre hein, puis qui retient l'eau et les bleuets n'aiment pas ça. Donc, quand vous plantez des bleuets dans une terre argileuse, tu fais un gros trou, tu mets de la gravelle dans le fond de ton trou, tu mets un peu de terre et tu assis ton bleuet sur la gravelle parce qu'il faut que ça se draine. Comme tu ne l'as pas fait, tu vas être obligé de mettre plus d'engrais. Un engrais que j'aime beaucoup pour les bleuets, c'est Actisol conifère. Il y a les bons chiffres pour faire fleurir ton bleuet. Fait que tu vas chercher ça, c'est un granulaire, tu en mets au printemps puis tu en remets à la fin d'août puis c'est tout au niveau du sol. OK. Mais là, il est comme trop tard. Oui, pour cette année, tu n'auras pas plus de bleuets qu'il y en a là.
OK, ben, il n'y a pas eu aucune fleur cette année. J'ai 3 plants puis aucune fleur. Aucune fleur. Fait que là, va chercher Actisol conifère, Mazie, pour penser à y faire des fleurs l'année prochaine. Super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Shirley et Marie. Faut ouvrir votre... Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, j'ai un plant de tomates dans mon jardin qui est comme sur le bord du carré, là, si on veut. Là. Fait qu'il n'a pas beaucoup grossi. J'ai l'impression qu'il manque d'espace. Est-ce que si je le déplace, est-ce que je risque de le tuer? Là? Oui, c'est pas le temps. On va arriver dans une période plus chaude, tu vas le tuer. Ce que tu peux faire, c'est remettre du compost ou remettre, si tu as des vrais fumiers pourris, tu peux y en remettre une couche au pied, faire une butte, hein, tu peux le monter le long du tronc pour y donner de la matière nutritive. Possiblement qu'il n'y a pas assez de matière nutritive où est-ce qu'il est, puis il est toujours en manque. Là. Fait que si tu peux y faire une butte de compost, rabrier le coton d'un 3-4 pouces, fais une butte de compost, puis arrose-le en masse pour pas qu'il carence en eau quand il ne mouille pas, puis il va y aller. OK, merci. Ça me fait plaisir. Vas-y, Cindy. Moi, je prendrais des conseils pour m'assurer que mes semis de cocombes survivent un coup qu'ils sont transplantés. OK. Premièrement, quand tu fais tes cocombes, quand on les plante pas trop tôt. Le cocombe, on veut avoir 2 vraies feuilles quand on le met au jardin, pas avoir un cocombe long de même. Donc, on va les partir début mai. Si tu es en zone 3-4, début mai. Hein? Puis on va les partir, en dedans. Puis tu vas les partir dans des pots de tourbe. OK. Ou tu peux mettre ça dans des crêtes à œufs. Pourquoi? On ne joue pas dans des racines de cocombe ou de courge. Si tu y joues dans tout, il crève. C'est pas compliqué. Ils détestent ça. Donc, tu vas planter le pot avec le cocombe. Fait qu'il faut que tu aies un pot biodégradable pour ton cocombe. Puis tu plantes un cocombe par pot. Pas 2 puis 3. 1. Oui, c'est une belle activité pour la relâche, mais mes cocombes, ils ont commencé à fleurir en dedans. Non, c'est ça. Il était trop avancé. Fait que quand tu les mets dehors, le stress qu'ils vivent pour essayer de se faire de la racine en même temps que continuer de fleurir puis de faire des feuilles, c'est trop pour eux. Puis comme c'est des plants qui sont très lâches, je dirais, aussitôt qu'ils ont un peu de carence, bien souvent, ils se laissent mourir. Hein. Super, merci. Ça fait plaisir. Vas-y, Angéline. Oui. Excuse, c'est que je n'avais pas enlevé ma main. OK. Vas-y, Cindy. J'ai vu Cindy, non? Mélania. Va, Mélania. C'est beau, Mélania. Merci. Oui, c'est parce que là, j'ai compris que l'eau, on touche la terre, puis quand c'est sec, on met de l'eau. Mais non, là, tu rentres ton doigt. Ton doigt. Oui, parce que tu peux le dessus peut être sec, oui. Pour l'engrais. Oui. C'est quand qu'on met ça? C'est pas compliqué. Si tu travailles avec un engrais granulaire, bio, tu vas en mettre 3 fois durant l'année. Tu vas planter ton plant. On ne met jamais d'engrais quand on repique un plant. Hein? On y laisse faire de la racine 2 semaines. Au bout de 2 semaines, tu vas mettre un peu d'engrais sur le dessus de la terre, puis tu la laisses faire. 1 mois plus tard, tu en remets. Un autre mois, tu en remets, puis c'est fini. Ça, c'est pour les engrais style Actisol granulaire. Si vous travaillez avec des composts maison, bien là, tu en mets au printemps, tu mélanges ça à ta terre, puis tu vas y en remettre là, début juillet, on en remet un peu sur le dessus quand la plante elle a pris de l'expansion, puis on va en remettre un petit peu vers la mi-août. Ça, c'est les composts. Si vous travaillez dans des pots de fleurs, puis que vous travaillez avec des engrais pas bio, des engrais chimiques, hein, que vous voulez pour les fleurs, pas sur ce que vous mangez, sur des fleurs, en pot, pour pas que ça aille dans les nappes phréatiques, c'est on met de l'engrais 1 fois semaine. Une semaine du 20-20-20, une semaine du 15-30-15. Une semaine du 20-20-20, une semaine du 15-30-15. Le 20-20 va faire de la feuille, le 15-30-15, il va faire fleurir. Donc, on va équilibrer les engrais comme ça. OK, ça, c'est fleurs, ce que tu manges. Oui, en pot, s'il vous plaît, pas au sol. Travaillez avec du bio au sol pour les nappes phréatiques. Merci beaucoup. Oui, oui, vas-y. Oui, bonsoir. Je voulais savoir une information. Oui. Moi,
je mets mes restants de café dans mes vivaces. Est-ce que Oui. je peux faire ça régulièrement à chaque jour? Oui, mais tu ne le mets pas à la même place. OK. Tu vas le changer. Tu sais, ça va donner du magnésium. Comme on travaille avec un métaux lourd, comme le cuivre, le zinc, le fer, c'est des métaux lourds, on va en mettre un peu partout, c'est bon, mais si tu en mettrais toujours à la même place, à un moment donné, la plante, elle va venir carencer, ça va l'agresser parce que c'est un métaux lourd. OK. Puis c'est vrai que ça aide beaucoup. Mes vivaces à l'extérieur sont super belles cette année. Puis c'est la première fois que je fais ça. Oui, oui, oui. Le magnésium, ils en ont beaucoup besoin. Puis on a des terres qui sont carencées en cuivre et en magnésium au Québec. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vite fait sur le café, faut-tu que tu attendes que le café soit sec? Quand le grain de café, faut-tu que tu le laisses reposer? Ou Non, non, pas tout. Moi, j'y vais tout de suite comme ça. L'été, l'hiver, je le laisse sécher dans une vieille assiette à tarte à l'air. Okay. Moi, je le mets sur le réchaud de mon poêle à bois, puis je mets ça dans des plats. Puis quand que la neige fond, là, j'en mélange sur ma terre. Là. Comme ça. Ça fait plaisir. Vas-y, Josée. Moi, j'ai une belle haie de cèdre, mais qui se dégarnit de plus en plus par rapport à mon voisin. Fait que là, elle est verte. Ça va, mais moins garnie. OK. Fait que possiblement que ta haie est en train d'avoir faim, comme on dit. La première affaire, une haie, on la taille à toutes les années, hein, ça la fortifie. On la taille pas droite, on la taille légèrement ouverte du bas. Pourquoi? Pour que le bas ait autant de lumière que le haut. Souvent, on voit ça taillé bien droit. Le bas se dégarnit parce qu'il est trop à l'ombre. Donc, on va donner, je ne dis pas une pente comme une pyramide, mais une légère pente pour que la lumière aille dans le bas. Suite à ça, toutes les hachures de cèdre, quand on le fait une fois par année, on ne les ramasse pas, on les envoie en dessous de la haie, elle va la manger. Elle va manger ses propres déchets, elle en a besoin. OK? Troisièmement, les cèdres ont besoin immensément d'eau, comme toutes les conifères, à l'automne. Pourquoi? Pour pas qu'ils plaquent brun, pour pas que, en fin de compte, qu'ils manquent d'eau durant l'hiver, qu'ils se déshydratent. Ils font le réserve d'eau mi-septembre, aller jusqu'à fin octobre. Donc, comme on a des automnes de plus en plus chauds et secs avec le réchauffement climatique, on a des cèdres qui ont de plus en plus de plaques brunes au printemps parce qu'ils se déshydratent au froid. Donc, quand il ne pleut pas, de mi-septembre à fin octobre, on va leur donner de l'eau en masse pour qu'ils prennent le réserve d'eau. Et on va les engraisser, ces cèdres-là. On va prendre, si tu prends, exemple, Actisol, ben, tu vas en mettre 3 fois durant l'année. Tu en mets au printemps, tu en mets début juillet, puis tu en mets à fin août, en dessous de la haie, puis tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Là. Tu passes avec ta main, tu mets des granules, puis ça va rentrer dans le sol. Avec ça, ta haie, elle va redevenir verte. Parce que la personne qui venait couper la haie avait suggéré de la chaux. Fait que Non, jamais. Parce que le cèdre aime une terre acide. Comme toutes les conifères aiment l'acidité et la chaux amène de l'alcalinité. Elle enlève l'acidité du sol. Donc, si tu as mis de la chaux, ben elle se bat contre toi pour garder son acidité. Donc, cette personne-là, elle s'est peut-être trompée ou elle ne connaissait pas ça. Là. Mais les conifères adorent rendre le sol acide. C'est pour ça que si tu marches dans des plantations de pins ou d'épinettes ou des cédrières, ils ne poussent pas grand-chose en dessous parce que le sol est trop acide. Ça aime l'acidité. Donc, tu ne mets pas de chaux jamais à un cèdre. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, c'est ça, pour contrecarrer ça, pour l'aider. Bien, c'est ça. Tu vas y mettre un engrais granulaire 3 fois durant l'été. Puis tu vas y donner beaucoup d'eau mi-septembre, aller jusqu'à fin octobre pour pas qu'elle plaque brune. Puis toutes les prochaines tailles, tu vas les évaser un peu du bas parce que je suis sûre qu'elle descend du droite. Sûr et certain. Plutôt, mais je te dirais que c'est dans le milieu qui est plus dégarni, je trouve. Bien, ça veut dire qu'elle a manqué énormément d'eau. Fait qu'il faut, tu dois être dans une terre graveleuse ou sablonneuse? Sable et argile. Oui, c'est ça. Fait Sur le bord de la rivière. Oui, ben c'est ça. Donne-lui de l'eau en masse, parce qu'en plus, tu dois avoir un terrain en pente qui envoie l'eau à la rivière. Donne-lui de l'eau en masse, puis nourris-les. Puis quand tu tailles, envoie ça en dessous, ça va garder l'humidité du sol en même temps avant qu'elle décompose. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Vas-y, Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un poirier à la maison. Oui. Puis,
il a commencé à avoir comme petit verre de riz sur l'écorce. Oui, ça, c'est pas grave. Ça veut dire que où ce qu'il y en a, c'est le côté nord de l'arbre. C'est parce qu'il est à l'ombre puis ça se garde plus humide. Si ça te fatigue, ça ne fait rien à l'arbre. Mais si ça te fatigue, tu peux prendre une brosse en nylon, en plastique, tu sais, en nylon, puis tu brosses ton écorce pour faire tomber ce lichen-là. Mais c'est rien de grave, là. OK, parce qu'il a l'air fragilisé, les branches se cassent tout seul. Oui, bien ça, c'est ce printemps, on a eu un problème. Ce n'est pas à cause que tu as du lichen sur ton arbre. C'est qu'on a eu une canicule au mois de mai. Puis il faut comprendre que quand on pogne 32 en mai, le problème est celui-ci, c'est qu'au mois de mai, les arbres, fruitiers surtout, bon, ils donnent une grosse poussée de sève pour aller faire les bourgeons de fleurs, pour que les bourgeons de fleurs ouvrent. Tout est mis pour aller au bout des branches. Avec un 32, une canicule de 4 jours de 32, c'est que l'arbre est venu en stress. C'était trop chaud pour être en période de floraison. Ça demandait trop pour lui, pour sa survie. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retenu sa sève sur le bout des branches. Donc, on va avoir moins de fruits. Ça, c'est sûr, cette année. Puis, il y a eu beaucoup de bouts de branches secs parce que l'arbre a voulu survivre au lieu de produire. Fait que ça, c'est normal cette année. Un 32 en mai, moi, je ne l'avais jamais vu 4 jours. Là. Mais espérons que l'année prochaine, ça n'arrivera pas. Puis quand c'est sec, on coupe là, tout simplement. Là, puis ça va continuer. Puis c'est la même chose pour ma Edsol que j'ai. Oui, exactement. C'est le même principe. Les petits bouts ont dû venir secs. On coupe, puis elle va repousser, tu sais, elle va taler. Mais c'est réellement l'effet de rétention de sève à cause que la plante n'était pas capable, il faisait trop chaud. En fin de compte, elle se sera déshydratée au complet si elle n'aurait pas fait ça. Là. Merci. Ça me fait plaisir. Vas-y, Carole. Oui, j'ai un pommier, moi, dans ma cour, puis ça fait juste quelques années qu'il fait des pommes. C'est une information, je voudrais savoir. On me disait qu'au pied de mon pommier, je devrais dégager, enlever l'herbe, puis mettre du paillis. Est-ce que c'est à faire? Bon, on peut dégager un peu. Le paillis n'est pas nécessaire parce que souvent, si vous mettez du paillis, on se ramasse avec des fourmis, ce qu'on ne veut pas parce que les fourmis aiment beaucoup les racines des arbres fruitiers qui sont plus sucrés. Je ne te le conseille pas. Pour ce qui est d'un arbre, quand vous plantez un arbre fruitier, souvent, la première année, ils ont été boostés en pot. Vous allez avoir quelques pommes. On demande toujours aux uns d'arracher les fleurs, mais le monde les laisse. Ils veulent voir les pommes. C'est normal, vous êtes curieux. Mais pensez que cet arbre-là a été hyper boosté pour bien paraître. Donc, quand il arrive chez vous en pleine terre, ça prend 4 à 5 ans avant qu'il refasse un système racinaire profond pour lui avec ses 2 styles de racines, puis avant qu'il veuille produire. Fait qu'avant 4-5 ans, faites-vous-en pas s'il ne produit pas ou presque pas, c'est normal. Votre arbre, il s'implante. Il produit, mais les pommes, c'est un arbre qui, je dirais, dans la cour, en tout cas de mon conjoint, ça fait au moins 30 ans, puis ça fait à peu près 4 ans qu'on a des pommes. Oui. Les pommes sont petites. Puis au début, il était très dur, mais l'an passé, il était bon, mais il reste petit, il ne grossit pas. OK. C'est un arbre de 30 ans? Oh oui. Oui. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu manques de potassium dans ton sol. Qu'est-ce qui donne énormément de potassium? C'est de la cendre. Donc, de la cendre. Donc, au printemps, hein, quand il reste à peu près 1 pouce de neige, tu vas aller grisonner la neige autour de ton arbre à l'égalité des branches. Tu vas grisonner ça de cendre, puis tu vas le refaire à l'automne, fin octobre. OK. Ça va donner du potassium, puis tu n'auras plus ce problème-là. Bon, ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vas-y, suivante, HTP, je ne sais pas quoi. Oui. Moi, j'ai 2 petits plants de camerises que j'ai achetés l'année passée, puis j'ai plantés. Oui. Là, cette année, j'ai des petites mini camerises. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à... C'est 2 camerises différents, là, parce qu'il m'avait dit qu'il fallait que ça... pour ce... Oui, pour la pollinisation. Oui. C'est simplement du temps. Tu viens des planter l'année passée, c'est des bébés. Pensez quelque chose, là. Une plante, c'est comme un être humain, OK? Même si vous la boostez en fou parce que vous êtes pressé, vous allez l'exténuer, puis elle va mourir plus vite. C'est comme un être humain. Moi, je suis bien travaillante, mais si tu me fais travailler 22 heures par jour, tous les jours, au bout d'un an, je suis finie. Tu sais, c'est pareil. Je pense qu'on vit dans un monde très rapide, puis il faut que les gens comprennent que la nature a un temps.
que ça prend du temps. Hein, il faut qu'elle s'implante, il faut qu'elle prenne possession des lieux qu'on l'a planté. Puis, moi, je dirais, pour finir là-dessus, à soir, la chose que la nature m'a montré le plus dans ces années-là, c'est le respect. Le respect de tout ce qui vit, pour commencer, puis le respect du temps. Que ce soit un enfant, que ce soit une plante, un arbre, donnez-lui du temps. Puis vous ne serez jamais déçus parce qu'avec le temps, la plante va vous le redonner au centuple. Mais si vous les pressez, elle va se laisser mourir. Puis elle a un ressenti très puissant, que ce soit un arbre ou n'importe quelle plante, elle vous sent, elle ressent ce que vous vivez, c'est fou à dire, hein? Elle ressent ce que vous dégagez, puis elle va vous accompagner là-dedans. Ça fait qu'il faut respecter énormément notre jardin, que ce soit en pot ou en pleine terre. Je vais finir là-dessus, puis je te remercie, Josée, d'avoir parlé de ma fondation. La Fondation Marthe Lavardière pour les enfants handicapés, parce qu'une grosse partie, moi, de mes revenus, de ce que j'ai pour faire cette conférence-là, vont là. Donc, je vous remercie de m'avoir invité parce que vous êtes en train, sans le savoir, d'aider un enfant handicapé. Alors, moi, c'est mon but dans la vie. J'ai une petite fille handicapée, Jeanne Sévère. Puis je pense que si Jeanne n'aurait pas été là dans ma vie, je n'aurais pas fait ça. J'étais en fin de carrière. J'ai quand même 59 ans. Mais c'est les petits bouts, ils me poussent pour ramasser des sous. Puis je vous en remercie énormément d'aider ces enfants-là. Puis c'est des perles, ces enfants-là. Là-dessus, pouvez-vous juste nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites à la Fondation pour... La Fondation, présentement, on donne de l'argent pour... premièrement, on n'est pas territorialiste, on est à grandeur de la province. Moi, je ne voulais pas être territorialiste, je voulais être à grandeur de la province. On aide tous les enfants de 0 à 16 ans avec un handicap très sévère, que ce soit de l'autisme sévère, paralysie cérébrale, n'importe quoi. Jeanne, elle a le syndrome de Rett. On a à peu près tout, les cas de cancer aussi. On donne pour des soins au privé, on donne pour du répit, on donne pour des appareils, on donne pour l'adaptation dans les maisons ou les autos, on donne attelage. Mais moi, j'ai un rêve, c'est d'avoir une maison de répit sur la Rive-Sud. Alors, je me lance à fond dans ce projet-là. J'espère réussir, on verra. Mais si je réussis ça, mesdames, on va pouvoir me coucher que le chapelet en disant « Amen! Ferme le couvert! » Merci beaucoup, Marthe. Merci, Marthe. Bonne soirée. Pour tout ce que tu fais. Merci, Marthe. Bye-bye. C'était très intéressant. Merci, bye-bye. Merci. Wow, merci. Merci, Marthe. Bye-bye. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, Josée, on va pouvoir le réécouter, hein? Absolument. Oui, parce que... Ça a été enregistré. Merci à tout le monde d'avoir été là. On est allé jusqu'à 70, puis je le sais qu'il y en a qui ne pouvaient pas être là. Oui, ça va être disponible en rediffusion. Vous allez pouvoir l'écouter. Aucun problème. Il y avait vraiment une tonne d'informations, là. Et vous avez pu constater son sens de l'humour bien personnel. Alors, moi, elle me fait tellement rire. Alors, vous pouvez la trouver aussi sur les médias sociaux, Marthe Laverdière. Elle a des petites capsules sur le web et elle est vraiment, comme vous avez pu voir, là, hyper compétente, là. Alors, merci à chacune. Vous avez aimé ça? Oui. Good. Alors, merci, mesdames. On reprend une nouvelle année. Merci à tout le monde. Puis, n'oubliez pas, c'est le temps de s'inscrire au séminaire. Il reste juste 4 jours pour s'inscrire. Tout le monde. Ça va être vraiment inspirant. Alors, soyez là. Et puis, il va y avoir les nouveautés qui vont sortir. Alors, c'est toujours bien plaisant. Fait que merci à tout le monde. Puis, probablement demain, là, l'enregistrement va être disponible. Et voilà. Alors, on va en profiter pour jardiner en pot parce que c'est tellement pratique, là, même dans les petits espaces. Alors, je suis contente si vous avez aimé ça. Puis, je trouve ça le fun qu'elle répondait à toutes sortes de questions autres, là. Alors, voilà. Fait qu'encore gros merci à chacune de nos directrices qui ont vraiment, qui sont mis ensemble pour qu'on puisse vous offrir cette belle récompense. Alors, merci tout le monde! Bon été, bon jardinage!